Michel Artière, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG d'Atem. On va parler avec vous de la stratégie et des résultats qui viennent d'être publiés. Donc voilà, on a la primeur d'en parler ensemble. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cet exercice 2020 qui a été particulier pour beaucoup d'entreprises, mais pour Atem en particulier? Oui, évidemment une année très particulière avec le Covid et un certain ralentissement de l'industrie. Pour Atem, c'est aussi surtout une année qui est marquée par l'acquisition d'Anevia. On attendait ça, c'est la première acquisition depuis l'introduction en bourse de 2014. Donc, pour nous, c'est ça le tournant surtout, c'est qu'on consolide avec Anevia, une boîte qu'on aime bien, des gens qu'on connaît très bien. Des solutions tout à fait complémentaires et je crois que la complémentarité des produits Titan d'Atem et Nead Anevia en particulier fait beaucoup de sens pour nos clients et ça va être la clé du succès pour les années qui suivent. On parle avec vous de logiciels pour tout ce qui est, on pourrait appeler ça une chaîne de valeur de diffusion vidéo, donc le streaming notamment, les télé OTT, etc. Donc finalement, je dirais que moi, spectateur, je ne vous vois pas, mais si vous n'êtes pas là, ça marche moins bien. Absolument. Donc, si on veut faire simple, les produits d'Atem, c'est ceux qui préparent tous les contenus pour leur diffusion sur tout type de réseau, donc avec notamment la phase de compression vidéo. Et les produits NEA d'Anevia, c'est ceux qui justement transportent ces paquets de données aux écrans des abonnés pour la diffusion OTT. Donc, quand vous regardez en streaming vers votre tablette, vers votre smartphone, vers votre PC, des contenus qui viennent de tout type d'opérateurs, c'est des contenus qui peuvent être préparés par Atem, par les produits logiciels d'Atem et transportés dans le réseau par les produits d'Anevia. Donc, l'intérêt justement d'avoir ces deux composantes de la chaîne de traitement chez nous, c'est qu'on peut proposer à nos clients vraiment la solution end-to-end pour la diffusion OTT. Et évidemment, c'est un intérêt pour nos clients d'avoir un fournisseur unique pour l'ensemble de cette chaîne de traitement. Alors, avec le confinement, avec les sujets qu'on a eus effectivement en 2020 et qu'on continue à avoir en 2021, il y a peut-être eu des changements de comportement. Qu'est-ce que vous avez vu, vous, justement, sur ce marché du streaming? Comment ça a évolué? Est-ce qu'il y a eu le fait qu'on soit confiné, on a passé peut-être plus de temps sur nos tablettes, nos ordis, la télé. Vous avez vu des flux passer, vous? Alors, oui, l'impact du Covid sur notre industrie, c'est que ça a accéléré un certain nombre de choses. Euh, Malheureusement, l'impact sur les dépenses dans notre industrie a été plutôt négatif, parce qu'en fait, notre industrie, elle est financée par deux moteurs, c'est les abonnements et les pubs. Donc, les abonnements ont été plutôt en hausse, euh, notamment les abonnements pour les services de SVOD. On a eu le lancement, pas mal de succès au lancement de Disney+ en France, par exemple, récemment. Et puis, il y a des sites et des plateformes de SVOD qui se multiplient. Donc ça, c'est en hausse. Et effectivement, en France en particulier, mais dans tous les pays, le nombre d'heures passées devant les écrans a augmenté. Par contre, ce qui a été plus sous pression, c'est les revenus de publicité, puisqu'il y a un certain nombre de pans de l'industrie qui ont beaucoup souffert, l'automobile, les voyages, etc. Donc ça, c'est des annonceurs en moins. Et des annonceurs en moins, c'est du budget en moins pour nos clients pour investir dans leur infrastructure de diffusion. Donc globalement, c'est plutôt le côté manque de budget publicitaire qui a pesé globalement sur notre industrie. D'après certains analystes, notre industrie, elle a baissé de 10% en 2020 par rapport à 2019. On cite par exemple le Devon Croft, qui est un cabinet qui suit de près cette industrie. Et bon, raisonnablement, on peut penser que le rebond, il est plutôt pour 2022 que pour 2021, puisqu'en 2021, on est globalement encore dans ce contexte Covid, mais on peut penser qu'il y a un rebond positif du coup des investissements en 2022. Mhm. Justement, sur l'offre que proposait, vous parliez de publicité, on utilise de plus en plus les replays également. Voilà, on a des modes de consommation différents. Il y a la 5G aussi qui arrive. Donc, on est aussi dans un environnement qui est enfin, vous le voyez de près, qui est en pleine transformation pour proposer de nouvelles offres. Oui, tous ces nouveaux
ces nouvelles technologies vont permettre des nouveaux usages et qui permettent justement à des sociétés innovantes comme Atem de gagner des parts de marché. Donc la 5G, par exemple, c'est une opportunité intéressante. C'est une technologie qui permet d'allier, d'associer la diffusion broadcast et la diffusion broadband, la diffusion Internet, comme le standard ATSC 3.0 aux États-Unis, qui révolutionne la TNT aux États-Unis depuis 2 ans et dont Atem a gagné sur ce marché-là une très grosse part de marché. On a eu des annonces avec Sinclair Broadcast il y a 2 ans et je pense qu'on couvre une grosse partie du marché ATSC 3.0 aux États-Unis. Là, sur la 5G, pareil, ça va permettre des nouveaux usages intéressants en France, en Europe, qu'il faudra suivre. Du côté de l'évolution aussi d'Atem, vous parlez d'un modèle économique qui est en train d'évoluer vers plus de récurrence. Est-ce que vous pouvez l'expliquer justement aux investisseurs? Oui, bah c'est très important. On a compris, on a vu que la réaction du cours à la nouvelle guidance qui a été diffusée par Athènes il y a quelques jours a été plutôt négative. En fait, comment j'interprète ça, c'est vraiment une réaction sur la stratégie. Alors, il faut qu'on explique vraiment ça en profondeur. C'est vraiment un changement qui est en train de s'effectuer. On est en train de migrer. Et on explique ça, de plus en plus de notre base de clients vers des business models qui génèrent du revenu récurrent. Alors évidemment, on peut pas tout avoir, donc c'est un frein à l'amélioration de la profitabilité en court terme, mais par contre, c'est un levier qui peut accélérer de façon très importante la profitabilité à moyen terme. C'est pour ça qu'on a on a donné une guidance assez loin, jusqu'à 2026, puisque cet effet de levier, il va faire que on va pouvoir accélérer notre EBITDA, notre profitabilité, donc on parle en EBITDA là, qui est un peu en dessous des 10 millions d'euros d'EBITDA depuis plusieurs années. Donc on dit à court terme, on va le garder à ce niveau-là, proche des 10 millions d'euros. Par contre, à partir de 2024, ça va dépasser nettement 10 millions d'euros et ça peut atteindre, ça doit atteindre 30 millions d'euros en 2026. Et quel va être le signe? Alors là, on fait une promesse qui est à long terme. Quel va être le signe avant-coureur qu'on va pouvoir vérifier tous les trimestres pour vérifier qu'on est bien sur cette pente-là, c'est notre MRR. Donc ce revenu récurrent mensuel, dorénavant, on va communiquer dessus de façon trimestrielle. Le chiffre est de 1,5 million pour janvier 2021. On annonce qu'il doit être à 3 millions en 2024 et à 4 millions en 2026. Ça veut dire, en gros, si on fait le calcul, c'est pas loin de 100 000 euros additionnels chaque trimestre. Et donc, chaque trimestre, si vous voyez notre MRA augmenter de 100 000 euros, sachez que ça, mécaniquement, ça nous met sur une trajectoire qui nous amène à un EBITDA très fort, en forte croissance et à 30 millions en 2026, compte tenu des investissements qui sont nécessaires pour réaliser ça. Et du coup, si on se projette, l'avantage vous que vous voyez à cette récurrence finalement des revenus, bon, bien sûr, on peut dire une tranquillité, mais est-ce que ça vous permet d'investir plus? Quel est le principal avantage que vous y voyez? L'avantage, c'est que donc notre plan, c'est construire patiemment ce revenu récurrent pour amener la rentabilité à 30 millions en 2026, mais aussi avec une fiabilité très forte, puisque ça couvrira plus de 60% de notre base de coûts. Ça veut dire que, en réalité, dès 2022, s'il y a un rebond, on pourrait viser à thème à faire 20 millions d'euros d'EBITDA en 2022. Par contre, si on fait 20 millions d'euros d'EBITDA en 2022, pour ça, il faut tirer le revenu tout de suite et pas créer du MRR. Et si on fait ça, il n'y a rien qui nous garantit qu'on est encore à 20 millions d'EBITDA en 2023. On peut éventuellement redescendre à 15 si on fait une année un peu moins bien commercialement. À l'inverse, ce qu'on est en train de faire, si on monte notre MRR à 4 millions en 2026, le 30 millions d'EBITDA en 2026, il garantira que l'EBITDA, il est au moins de 30 millions aussi en 2027 et en 2028. Une fois qu'on a un MRR qui garantit, qui couvre la base de coûts à hauteur de 60%, et pas 10% si on avait juste quelques contrats de support et finalement aucune stratégie MRR. La différence entre les deux, c'est que quand il y a un changement de contexte, avec des concurrents, des key people qui s'en vont, une technologie disruptive qui arrive, une autre crise Covid ou n'importe quoi, sans MRR, on a 3 mois pour réagir, sinon on se plante.
Avec un MRR qui couvre 60% de la base de coûts, bah, on a 1 an ou 2 ans pour réagir et donc on a tout le temps de préparer un nouveau plan, d'embaucher les bonnes personnes, de développer les bons produits pour répondre à un environnement qui a changé. Donc Ouais. c'est vraiment une stratégie différente, mais c'est une stratégie qui va permettre de garantir la répétabilité d'un niveau de rentabilité élevé. Effectivement, ça sera plus confortable. Merci beaucoup, Michel Artière, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.